Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, la mort d'Elisapi Pugutuk soulève des questions sur la façon dont les sans-abri de Montréal passent l'hiver. Puis, finalement, le grand cercle économique des peuples autochtones et du Québec. Kwe, bonjour. Je suis Chouchane Bacon et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Plusieurs mois pourraient s'écouler avant que le Bureau du coroner du Québec ne publie son rapport sur la mort d'Elisapi Pugutuk. La femme inuite de 61 ans a été retrouvée sans vie sur un chantier de construction montréalais, il y a près de 2 semaines. Sa mort soulève des questions sur la façon dont les sans-abri de la ville passeront l'hiver, sans soutien d'urgence. Un reportage de Lindsay Richardson. Elisapi was an Inuk. She had family, she had friends, she lived here when she wanted to. She was like all of us. We loved her, her family loved her. She will be missed. Now you have like 4 condominiums coming up and we have somebody perish. Il y a déjà 2 semaines que le corps d'Elisapi Pugutuk a été découvert sur un chantier de construction au centre-ville de Montréal. Les travaux se poursuivent, mais la vie des proches d'Elisapi est en pause. Puis c'était dur. Elle était malade, puis elle dure en tabarouette. Mais elle a vécu. On doit vivre de même. Elle m'a appris comment vivre, puis j'ai vécu avec elle. Je l'aime beaucoup, ma belle-sœur. La police affirme que la mort d'Elisapi n'est pas d'origine criminelle. Pour les défenseurs des droits des sans-abri, sa mort est inexcusable. People should be outraged that in 1 year we've had 2 people now who have passed on. En janvier dernier, Raphaël Naba-André a été retrouvé mort dans une toilette portative à l'autre bout de la ville, près du refuge fermé qu'il avait l'habitude de fréquenter. Sans aide financière, cette tente chauffante gérée par la communauté et nommée en son honneur risque maintenant d'être fermée, laissant en plan les itinérants lorsque les températures commencent à baisser. You know, why is it always our responsibility? Why does the city and the province and the feds, come together and say, this is our solution? It's a city of reconciliation, but we have 2 Indigenous people that are very vulnerable and passed away. Mis à part les questions de financement, une autre question a été soulevée à plusieurs reprises lors de la cérémonie de lundi. Où est la mairesse? I understand the mayor of Montreal was invited to attend the ceremony today, and she didn't show. I think the city has to wake up and maybe look at this as an opportunity to provide example to other cities across the country. Cold shouldn't be killing our people. Merci François de ces échanges francs, je dirais animés, avec beaucoup de rire. La mairesse de Montréal et le premier ministre du Québec participaient à une conférence de presse conjointe à ce moment-là. Aucun des 2 chefs n'a parlé de la veillée en cours. Un porte-parole du bureau de la mairesse a déclaré à APTN qu'il n'avait jamais reçu d'invitation, ajoutant « Chaque décès dans ces circonstances est un décès de trop ». La Ville indique qu'elle doublera son financement pour les itinérants au cours des 4 prochaines années et qu'elle travaille en vue de régler le problème des logements sociaux. Mais le temps presse. Because it is cold now, and if people don't have a warm place to stay tonight, someone else is going to die. C'est un message constamment répété. How many times do Indigenous people have to remind you, we are people, we are human. And Inuk means person, Inuit means people. It's in our language. It's in our lives. We are no different between each other. And repeated. And please stand up for us too. God bless. Ils affirment qu'ils continueront d'exercer de la pression en attendant le rapport du coroner qui devrait indiquer ce qui a causé la mort d'Elisapi, et aussi pendant que la Ville collabore avec la province pour mobiliser des ressources d'urgence. Lindsay Richardson, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. HEC Montréal, une école de gestion universitaire, et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador lancent ensemble l'École des dirigeants des Premières Nations.
Le but est de former des futurs leaders de demain et de renforcer l'autodétermination des différentes nations. Cette école, créée par et pour les Premières Nations, veut répondre aux besoins des communautés. Elle offrira des programmes de courte durée de 6 mois. L'école et dirigeants des Premières Nations aura 24 formateurs, dont la moitié sont autochtones. Et parmi eux, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, fera partie de ce groupe de formateurs. La première cohorte commencera le 9 décembre prochain. 15 participants sont déjà inscrits et confirmés. Le critère premier, c'est d'être en poste. Il faut être en poste, il faut avoir un poste de direction, soit d'élu, d'administrateur, comme les premiers programmes, c'est chef-grand-chef. Ensuite, chef-grand-chef, président de CA. Au printemps, nous allons avoir tous les conseillers chefs, tout dépendant de la structure des communautés, et les administrateurs de conseils d'administration. La gouverneure générale Mary Simon a prononcé son premier discours du trône, dans lequel le gouvernement fédéral énonce ses priorités pour la prochaine session parlementaire. Le discours met l'accent sur 4 enjeux auxquels le gouvernement libéral se penchera. Favoriser la croissance économique, lutter contre les changements climatiques, veiller à ce que les collectivités soient sécuritaires, saines et inclusives, et cheminer sur la voie de la réconciliation. Le gouvernement s'engage également à réaliser de nouveaux investissements dans le soutien en santé mentale pour les survivants des pensionnats et à accélérer les travaux au sujet des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Notre planète est en danger, qu'il s'agisse des effets du réchauffement de l'Arctique ou des ravages toujours plus importants des catastrophes naturelles. Notre terre et nos populations ont besoin d'aide. Nous devons passer de la parole aux actes et nous adapter là où c'est nécessaire. Les temps pressent. Les efforts de nettoyage sont toujours en cours pour des Premières Nations en Colombie-Britannique, après le passage de la tempête dévastatrice. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une journaliste et un documentariste figurent parmi les dizaines d'arrestations effectuées récemment en territoire Wet'suwet'en. Le chef de camp Wet'suwet'en, Sleido, a également été arrêté alors que la GRC appliquait une injonction. Entre-temps, une manifestation de solidarité organisée par la nation Gitxsan a également été accueillie avec une grande démonstration de force de la part de la police. Un reportage de Lee Wilson. Le 19 novembre, des membres de la nation Gitxsan ont tenu une manifestation de solidarité pour la nation Wet'suwet'en en créant des barrages ferroviaires. Selon un manifestant, c'est une conséquence de vos actions. Du haut du pont, Colin Sutherland Wilson, qui est membre de la nation Gitxsan, invective un important groupe d'agents de la GRC qui se dirige vers un blocage ferroviaire. Une femme a affronté des officiers de police armés de fusils d'assaut en leur disant qu'ils n'étaient pas armés. Colin Sutherland Wilson nous parle d'une scène chaotique qui s'est déroulée lors de la manifestation. Nous avons été témoins d'une invasion militaire des Gitxsan et des Wet'suwet'en. Il y avait des groupes tactiques, des fusées d'assaut pointés vers les femmes et les enfants, des hélicoptères et des autobus remplis d'agents de la GRC pour museler nos gens. Rose Austin, membre de la nation Gitxsan, explique les raisons de se montrer solidaire. Nous voulons que le monde entier sache que nous suivons la situation de près. Vous ne nuisez pas seulement à une personne ou à un camp, vous faites du tort à nos nations.
Antoinette Austin, chef héréditaire Wet'suwet'en, a participé à la manifestation de solidarité sur le pont. Elle s'est dite préoccupée par le fait que le gazoduc de Coastal GasLink traverse des voies navigables sur son territoire. Selon Austin, notre principale préoccupation, c'est ce qui arrivera à nos populations de saumon en cas de rupture du gazoduc. À 1h30 de là, Slato, la chef du camp Gittiman, a récemment été arrêtée en territoire Wet'suwet'en dans le contexte du conflit en cours avec Coastal GasLink concernant le projet de gazoduc. Les chefs héréditaires de Wet'suwet'en et une partie des membres de la communauté s'opposent au projet de gazoduc en construction entre Dawson Creek et Kitimat. Ceux-ci affirment qu'ils sont les seuls à pouvoir consentir à le gazoduc qui traverse leur territoire ancestral. Mais 20 conseils de bande situés le long du tracé du projet ont approuvé le projet. Chef héréditaire Antoinette Austin a expliqué que sa nation prend position en raison des répercussions sur son territoire, comme la destruction du sentier de gare historique des Wet'suwet'en 2019. Nous affirmons qu'il est inacceptable qu'ils empiètent sur nos terres et les détruisent. Ils ont un effet dévastateur sur la nature sauvage. Un reportage de Lee Wilson, Nouvelle nationale d'APTN, à New Hazelton, en Colombie-Britannique. L'Assemblée des Premières Nations a publié plus d'informations sur son voyage au Vatican le mois prochain, notamment le nom des 13 représentants qui formeront la délégation qui se rendra à Rome le 14 décembre. Le voyage comprend une rencontre avec le pape François le 20 décembre. La délégation sera composée de représentants de tout le pays, dont la grande chef Mandy Gold-Masti, du gouvernement de la nation Crie. Selon l'ancien chef national de l'APN, Phil Fontaine, il serait peu probable que le pape présente des excuses aux survivants des pensionnats indiens lors de ce voyage. Il dit que de telles excuses sont plus susceptibles de se produire lorsque celui-ci se rendra au Canada. La date de cette visite pontificale doit encore être déterminée. It would be a terrible waste of time if the Pope was to commit as he has to coming to Canada and not issue an apology when he's here. I think it makes good sense to have him to have the apology when he's here during his papal tour to Canada. Les efforts de nettoyage sont toujours en cours en Colombie-Britannique après l'importante tempête qui est survenue. Cependant, d'autres tempêtes sont à venir et les communautés des Premières Nations qui ont été durement touchées se préparent à d'autres inondations possibles. Un reportage de Tina House, raconté par Simon Charland. Plus tôt ce mois-ci, la Première Nation Tsleil-Waututh a été touchée durement par des inondations qui ont duré 4 jours. Le gouvernement canadien a envoyé près de 500 soldats dans la province frappée par les inondations. Ce peloton a été déployé pour aider à installer des sacs de sable autour des maisons afin de prévenir d'autres dommages causés par l'eau. Voici la maison de Naomi John. Elle se dit immensément reconnaissante de l'aide apportée par l'armée canadienne et ses 2 neveux. Je suis très heureuse que les forces armées soient ici pour nous aider. C'est en fait une bénédiction. Nous sommes vraiment heureux et ça soulage beaucoup notre famille. Le lieutenant Isaac Kuhlman est normalement posté à Edmonton, mais aujourd'hui, il est à la tête de 20 soldats qui aident à la préparation en vue de la prochaine série de tempêtes. Je suis arrivé ici par hélicoptère il y a environ 48 heures. C'était vraiment agréable de savoir que nous venions aider des gens qui en ont vraiment besoin ici. Cette séquence filmée avec un téléphone cellulaire montre l'ampleur des inondations qui ont envahi cette communauté. À certains endroits, l'eau montait jusqu'à la taille des gens. Naomi dit n'avoir jamais rien vu tel de toute sa vie. L'urgence était d'essayer de drainer l'eau accumulée dans les cours arrière. Elles étaient complètement inondées.
On n'avait pratiquement pas de soutien. C'était très dur, stressant et même effrayant. Elle dit qu'il n'y a pas eu d'eau dans sa maison, mais que les autres membres de sa famille qui vivent à proximité n'ont pas eu autant de chance. Plus loin, sur la route 7, un gigantesque glissement de terrain a entraîné la fermeture de la route dans les deux directions. De l'autre côté du territoire de la Première Nation, un éboulement a littéralement bloqué la route de la communauté pendant 4 jours. Deanna John, une conseillère de bande, dit qu'ils avaient installé une génératrice dans le gymnase et qu'ils ont accueilli 90 automobilistes coincés entre le glissement de terrain et l'éboulement. Nous ne pouvions à peine passer. On a réussi de justesse avec le camion. Quand on est arrivé au gymnase, les gens coincés y étaient déjà installés. Ils pouvaient se réchauffer un peu. Rose Peters est la gérante de bande. Elle dit que c'était le chaos pendant cette expérience éprouvante. Nous ne savions pas quoi faire. C'était la première fois que nous ouvrions un centre de réchauffement pour des personnes coincées. Nous n'avions pas de nourriture. Nous n'étions pas préparés du tout. On avait seulement 6 hamburgers à l'orignal. On a donc lancé un appel aux dons. Les gens de la communauté ont fait du très bon travail en apportant de la nourriture pour que nous puissions cuisiner pour tout le monde. APTN a déployé un drone pour montrer de près l'étendue des dommages causés par l'eau, la boue, les arbres et les débris. La tempête, conséquence d'une rivière atmosphérique, a produit près de 250 mm de pluie en seulement 48 heures. Bien que la route ait maintenant été dégagée pour permettre la circulation dans les deux sens, les tempêtes imminentes et l'instabilité de la région demeurent d'importantes préoccupations. Deanna John a un message pour le premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous écoutez, aidez-nous à rendre nos ruisseaux fonctionnels pour que nous ayons pu faire face à des inondations chaque année, afin qu'on puisse réellement conserver nos ressources. Nos gens ont perdu beaucoup. Tout le monde ici avait un congélateur et ils ont perdu toute leur viande sauvage, tous leurs poissons, absolument tout ce qui s'y trouvait. Tout est perdu. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Première Nation de Chewafil. Après la pause, à la rencontre des leaders économiques et politiques du Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La semaine dernière a eu lieu le Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec dans lequel des élus et des gens d'affaires autochtones et allochtones se sont rencontrés pour échanger afin de participer ensemble à la relance économique du Québec. Le dernier sommet économique de ce genre a eu lieu en 2006 à Mashteuiatsi. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Oui, Monsieur Peter Simons, merci pour l'invitation. Je suis venu ici aujourd'hui pour écouter, honnêtement, parce que, oui, il y a des choses concrètes, mais il me semble que c'est petit. Et Chef Picard me dit, non, il n'y a rien qui est petit. Tous les petits gestes vont... Donc, je suis ici aussi à l'écoute de aussi penser à l'année prochaine, nous allons lancer une bourse pour les artisans. Sur notre plateforme qui applique. Ça peut aider les entrepreneurs à les donner un petit peu d'oxygène pour démarrer leurs entreprises. De là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? À date, j'avoue, fermer nos magasins, c'est une grande geste pour nous, mais c'était symbolique. J'avoue, ça n'a pas changé des choses dans la vie des individus, un individu en particulier, mais peut-être ça a sensibilisé les gens. Et on a la possibilité de parler à presque 2 millions de Canadiens chaque jour, d'utiliser ce voix pour sensibiliser, réfléchir, avoir un dialogue, éduquer, pas prétentieusement, mais ça, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Le gouvernement du Québec est extrêmement heureux de s'associer à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador pour cet événement. C'est une première en 15 ans. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas tenu ce type d'événement. Il était temps.
Il était temps. Vous voyez, je suis un éternel optimiste. Mon premier ministre, il y a de cela quelques semaines, a fait un discours d'ouverture où il enjoignait les entreprises, les citoyens à participer dans la relance en incluant les Premières Nations. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif ce que ça envoie comme message. On va travailler ensemble. Il y a du travail à faire en passant. Là. Tout n'est pas réglé. Je l'ai déjà dit, on ne règle pas 400 ans d'histoire en quelques jours. Mais c'est une bonne base solide. C'est le premier sommet économique autochtone en 15 ans. Il était temps. C'est ce que nous avons ici. Des personnes en mesure de faire une différence pour nos peuples et nos nations, particulièrement au chapitre de l'économie. On a essayé de faire valoir le fait que les Premières Nations se retrouvent aussi devant un besoin d'un essor et d'une relance économique. Et on a dit, bon, relance économique, c'est pas quelque chose qui appartient uniquement au Québec. Et on a dit, bon, les Premières Nations doivent être dans le coup, les Premières Nations doivent aller chercher les conditions nécessaires pour se donner toutes les opportunités pour créer une économie et pouvoir la soutenir. Donc, c'est un peu ce qui nous a guidés dans la démarche, mais on a fait une première réflexion en 2006 à Macheteuillache, un forum socio-économique. 15 ans plus tard, bien, on essaie de savoir où on est rendu. On constate qu'il y a des progrès, mais on est aussi conscient qu'on peut faire beaucoup plus. Et l'intention première, c'est que d'un côté, il y a la relation politique avec le gouvernement du Québec, il y a ses hauts et ses bas. Et d'un autre côté, bien, il y a le milieu des affaires au niveau du Québec qui, à notre sens, nous donne des perspectives beaucoup plus prometteuses et beaucoup plus durables aussi. Donc, c'est aussi ça, la création des alliances économiques, là, extrêmement importante. Cette forum-là, c'est vraiment pour commencer ce dialogue-là, parce que nous, les chefs, on ne veut plus continuer dans le même sens où on se fait juste consulter. C'est vraiment le temps de faire face à la réalité et on insiste que le gouvernement du Québec s'assoie à la table avec nous avec du respect du peuple, des peuples autochtones sur le territoire. T'sais, on n'est pas seulement ce qu'on appelle en anglais des stakeholders. On a des droits acquis sur ce territoire-là, des droits ancestraux sur nos territoires ancestraux. Et c'est très important que ça soit reconnu. On n'est pas anti-développement, on veut développer et on doit avoir accès à nos ressources. Et dans ça, il faut atteindre l'équilibre pour être capable d'avoir accès. Donc, ça prend un dance partner là, qui veut vraiment s'embarquer avec nous pour avoir ce dialogue-là. Sans ça, on va continuer dans le même sens colonialiste pendant encore plusieurs décennies s'ils ne veulent pas aller d'avant avec ça. Mais ça pèse beaucoup aussi sur, je pense, sur la conscience de la société civile, de la population. On reconnaît le fait des actions qui ont été entreprises contre les Premières Nations, la destruction des cultures, des langues de nos enfants, des familles, des effets qui sont très sérieux. Et la population québécoise et canadienne, je pense, reconnaît ce fait-là. Il est temps que le gouvernement aussi accepte sa responsabilité et essaie de mettre les choses plus en équilibre pour nous. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTM. Je suis Shushan Bacon et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous laisse avec une autre chose qui est sortie du Grand Cercle économique. C'est le logo avec lequel vous pouvez maintenant identifier vos produits comme étant Première Nation. Écoutez, Yamé Winston.